starting. Nous avions commencé tout à l'heure par une séance d'essai un peu spéciale sur le circuit Paul Ricard. On y revient pour la fin de ce Motors Legend consacré à quelques expériences mécaniques particulières. Nous allons en effet nous intéresser à l'espace F1, qui était un concept très étonnant. Le mélange le plus abouti certainement entre une voiture de tous les jours, en l'occurrence un espace de Renault, et la Formule 1, puisque le moteur champion du monde de la marque aux losanges équipait ce véhicule à tout point de vue historique. C'est très combat. Et tu vois les ressorts, ça passe juste au niveau de la fonderie. Donc il faut garder. C'est qui fait ça? C'est Ayback? C'est Ayback, il y en a deux marques. Il est commandé? Le moteur qui est dedans, c'est vraiment un moteur de Formule 1? Ah, c'est tout à fait un moteur de Formule 1, c'est un RS5 Renault, champion du monde. Et la boîte de vitesse, une boîte de vitesse Williams semi-automatique, championne du monde également. Donc oui, c'est vraiment du vrai matériel de Formule 1 avec bien sûr tous les avantages qu'on peut imaginer d'un tel matériel, avec les inconvénients qu'il faut bien sûr des spécialistes. C'est pour ça que vous voyez autour de la voiture des gens de chez Williams, des gens de chez Renault Sport qui sont réellement des gens impératifs dans le système, parce qu'il faut faire fonctionner ces éléments très pointus avec les spécialistes qui les entourent. Il y a une puissance qui est phénoménale comme on peut la connaître en Formule 1, mais c'est vrai aussi que ça reste un monospace. Tout ça est greffé à un monospace qui est l'espace Renault, et c'est vrai que ça fait un cocktail un petit peu détonnant. Donc forcément des sensations assez nouvelles pour moi, parce qu'on est quand même assis pas du tout comme dans une Formule 1, donc ce sont des sensations un petit peu nouvelles, mais tout à fait aussi similaires à ce qu'on peut ressentir dans les accélérations d'une Formule 1. Et puis je crois que ce qui subjugue le plus, si vous voulez, c'est en plus de la position un petit peu haute, c'est la capacité de l'espace à être très ouvert sur l'extérieur, puisqu'il y a il y a des grandes baies vitrées, il y a un champ visuel qui est très vaste, et c'est vrai que tout ça conjugué paraît tout à fait surprenant au niveau des sensations, mais c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Mais avant de revenir au Castellet, petit détour par Magny-Cours, où en ce beau matin de 1995, plusieurs personnages importants font leur apparition. On reconnaît notamment Louis Schweitzer, PDG de Renault, et Philippe Guédon, président de Matra Automobile à l'époque. Ils vont en effet, et sous la conduite d'Alain Prost en personne, avoir droit au baptême de la route de l'espace F1. Et là, c'est tout le groupe, bien sûr, RS5 et puis la boîte semi-automatique Williams. Et la suspension arrière, c'est celle de la Williams. c'est celle de la Williams. Complète. À tout seigneur, tout honneur, c'est Louis Schweitzer qui va avoir la chance d'être le premier passager de l'espace F1. Je permets ce machin parce que je suis pas... Le pilote en est donc le professeur et on retient quand même son souffle. Cette voiture est unique au monde. Bon chaud. Heureusement qu'il fait. C'est quand même le pas chaud, non? Ah oui, non, c'est joli. Hein? C'est joli, oui. C'est une extraordinaire bête. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne puisse pas... On peut en faire une vingtaine, président, si vous voulez. Oui, et faire des courses d'espace F1. On peut imaginer quelque chose. C'est un grand plaisir parce qu'on a l'habitude de voir Alain Prost du bord de la piste et être à côté de lui dans une voiture conduite par lui, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire et c'est quelque chose d'un peu inespéré.
Alors parlons du véhicule. C'est plus, moins que ce que vous imaginiez ? D'abord, ce qui est une différence par rapport à ce que j'imaginais, c'est le sentiment d'extraordinaire stabilité ou de sécurité. Ce qui est, comme je l'imaginais, c'est le bruit. D'abord le bruit du moteur F1, et puis c'est le fait des accélérations, des freinages qu'on sent, des portances latérales. Donc ça, c'est comme je l'espérais, comme je le rêvais un peu, parce qu'on rêve de ces choses-là. Et puis je vous dis, le plus, c'est le sentiment d'être vraiment sur des rails. J'ai retrouvé le V10 exactement comme je l'avais laissé, c'est-à-dire au moment où on rentre dans la voiture, où le moteur se met en route, on a vraiment l'impression d'être dans une Formule 1. C'est ce qui est génial d'un côté pour moi. Ça fait maintenant plus d'1 an et demi que je ne suis pas remonté dans une voiture performante, une vraie voiture de course. Et là, j'avais vraiment l'impression de remonter dans une F1. Et comme je roule très souvent en espace, en voiture de fonction, c'est assez incroyable parce que quand on se met dedans, on a l'impression vraiment d'être dans l'espace. Il manque que l'autoradio. Et puis bon, avec le bruit, on n'entendrait pas très bien. Et le bruit, cette sensation fait que c'est assez extraordinaire pour des gens qui n'ont jamais conduit de voiture performante, qui ne connaissent pas ce que c'est la sensation non seulement du bruit, de l'ambiance, mais aussi, comme disait le président, des sensations en virage de côté physique, parce qu'il faut quand même travailler un peu. C'est une voiture qui est aussi relativement lourde, mais c'est assez incroyable. Je crois que les gens qui passent dans cette voiture vont imaginer ce que ça peut être dans une F1. Une F1 fait 500 kg, ça fait 1500 kg. Avec le même moteur, déjà on peut imaginer ce que c'est le rapport poids-puissance. Il y a toute l'aérodynamique, la charge aérodynamique qu'il y a sur des F1. Donc on peut s'imaginer un virage que l'on prend ici à peu près entre 3e et 4e avec l'espace se prend pratiquement en fond de 6e avec une F1. Ça, le président peut l'imaginer aujourd'hui, alors que peut-être qu'avant il pensait peut-être un petit peu moins. C'est le but aussi. Autour maintenant de Philippe Guédon, qui était donc le président des automobiles Matra, une marque qui depuis a hélas disparu et à laquelle Motors Legend a rendu hommage le mois dernier sur Motors TV. Vous vous en souvenez certainement. Là encore, même impression quasi surréaliste de voir cette lourde voiture rugir comme la plus véloce des Formule 1 et la voir s'engouffrer dans les virages du circuit nivernais à très haute allure. Dur métier. Je pouvais pas m'empêcher de penser, vous savez, aux gens qui au début de l'espace disaient que c'était une camionnette. Le temps a passé, hein. Disons-le, en toute simplicité. Disons-le. C'est vrai, c'est formidable d'arriver avec la masse de la bête. On voit aussi le progrès des pneumatiques, hein, c'est fantastique. On ne sait pas ce qui est le plus impressionnant, si c'est le talent du pilote, si c'est la puissance du moteur, ou si c'est la capacité générale de la voiture, mais le cocktail est redoutable et remarquable, et malgré que je sois dans l'automobile depuis fort longtemps, c'est quand même sans doute une des journées dont je me rappellerai dans les derniers jours de mon existence. Comme promis, retour maintenant au Paul Ricard pour la suite de ses essais de l'espace F1. On a les mêmes freins d'ailleurs, c'est Carbone Industrie qui nous font. Mais je veux dire, si, mais c'est en même temps, tu te rends pas vraiment compte, parce que c'est... Tu vois, t'es pas dans un train, bon, si, ça va effectivement... Non, c'est la scène avant, au moment où ça appuie, là, on 400, on est à peu de 400. Ce matin-là, c'est la crème de la presse française et internationale qui avait l'honneur d'être conviée pour aussi avoir droit à son baptême du feu. Les deux pilotes étaient donc Alain Prost toujours et Éric Bernard, lequel Bernard avait procédé au développement de cet étonnant concept et connaissait mieux que personne les limites de l'espace F1. Autant dire qu'avec ces deux professeurs, les sensations allaient être encore plus fortes qu'à Manicourt. Oh, c'est géant, hein. C'est géant. Fabuleux. Merci Gérard. C'est bien. Ah, géant. Non, le début c'est un peu impressionnant quand on démarre là. Le premier virage, tu te dis oh putain, je vais pas tenir 2 tours comme ça parce que tu es un peu concentré. Ouais, et puis après, dès que tu arrives à la deuxième, enfin les petits tournants, ça c'est super. Après, tu as un tournant encore un petit peu comme ça où ça va vite. Et après, quand tu as la ligne droite, c'est extraordinaire. Vraiment, tu as l'impression qu'on pourra encore accélérer carrément vite. Tu vois, et décoller là. Ce qui est fantastique, c'est la vision que l'on a. Il y a une vision panoramique par rapport à la Formule 9. Ouais. C'est attaché, il n'y a aucun problème. Voilà.
Alors on met la boîte de vitesse en route, la direction assistée. Et le plus dur, c'est de se faire pousser et mettre la première. Ah, on enclenche la première, on met un peu de gaz, ça devrait y aller. Et voilà. On va faire un peu attention parce que c'est un peu humide. Alors là, c'est très délicat, Steve, parce que la voiture est très haute. Numéro 3 en troisième, par rapport à la F1, on rentre en 5. On met 2 au lieu de troisième en F1 et on accélère pour la sortie dans la chicane. Le pit bas, on freine un peu plus tôt qu'une F1. Et épingle gauche, où la voiture sonne beaucoup, se met sur 2 roues, là on est sur 3 roues. 2 roues, 3 roues, 2 roues, hop, accélération. Ménage sur le col de la tour. Première, on va sortir. Et on va vers le freinage. Quatrième, cinquième. La voiture bouge un peu au freinage. On va remettre la E pour rentrer dans l'épingle. La voiture est un petit peu pas en contact avec le frein. Et la ligne droite. 4, 5e, 6e. Chicane. Sim, ça c'est délicat parce que la voiture tient pas trop la route. La voiture est très lourde dans l'épingle gauche. Elle nous emmène sur l'extérieur. Le pit passe. 2 roues, 3 roues, la voiture perd le contact. 4, 5. La voiture est dure à maîtriser ici car elle est lourde. Le deuxième, gauche de la tour, un coup d'accélération. Freinage, première et accélération de nouveau. 10 gaz, 5 gaz. La voiture, les deux blocs un peu à l'arrière et on accélère. Et petit deux roues. On va essayer de refroidir un peu. Super. Le plus fantastique, c'est les freinages. Ah oui. Ah, ça freine, c'est incroyable. C'est phénoménal. Et voilà, Bercail. Enfin, on va pouvoir moins critiquer les pilotes F1. Et c'est, Eric, c'est surtout épuisant. Ah, physiquement, c'est dur. Hein. C'est dur, hein. Merci. Merci à toi. Celui qui allait être le dernier passager de l'espace F1 n'était autre que Frank Williams. À l'époque, Renault était toujours le motoriste de Williams en Formule 1. Il était donc naturel de l'inviter. Il était peut-être moins évident qu'il accepte la proposition. C'est tellement spécial, on va arriver à cette chose qui arrive à une vitesse, parce que notre moteur, ça marche beaucoup. Même si c'est lourd, malgré tout, c'est relativement long pour accélérer et arriver à 270 ici, à 275. C'est pourtant ce qu'il avait fait. Et à voir son sourire, on comprend tout de suite qu'il n'aurait pour rien au monde échangé sa place. Manifestement, l'espace F1 est un concept qui a tout de suite fasciné Frank Williams. Pour ce passionné des sports mécaniques, il y a là un challenge intéressant et un nouveau pari technologique qui vaut le déplacement. Frank Williams va donc lui aussi participer à l'aventure. Vu sa condition, difficile bien sûr d'envisager un essai où l'on va chercher la limite. L'associé de Renault ne porte pas de combinaison, encore moins de casque. Éric Bernard ne portera pas de casque non plus, mais l'important est ailleurs.
Il est dans le fait de redonner le sourire à un homme meurtri et d'offrir une des images les plus étonnantes des années 90 en Formule 1. Une image qui force le respect et la sympathie et qui va permettre à un homme majeur de l'histoire de la Formule 1 de vivre lui aussi une journée pas comme les autres. Celebration, never imagined, eh? And the Grand Prix car is something else again. Just waiting for them to get up. Sorry, could I just get a... It's a very clever idea.